Après s'être qualifié en finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va-t-il fausser encore une fois la Ligue 1 où les clubs qui jouent la Ligue des Champions sont tout simplement incapables d'être réguliers? On y répond juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Ligue 1. Oui, la finale de Ligue des Champions, on la connaît désormais. On est jeudi au moment où se tourne cette vidéo, 8 mai 2025. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. On touchera un petit mot rapidos parce que c'est quand même un événement pour le foot français au vu des résultats récents des clubs en Europe. Mais on est là pour parler de Ligue 1. Ça y est, on rentre dans la fin. Le multiplex arrive. Le multiplex, ce n'est plus de l'analyse des matchs parce qu'on va pas tout voir. C'est l'émotion qui parle. C'est des buts de partout. C'est les changements de classement toutes les secondes. C'est fort sympathique les multiplex. C'est pour ça qu'on regarde la Ligue 1 et c'est l'achèvement d'une saison 2024-2025 qui nous aura tenu en haleine quand même. Au fur et à mesure sur certains points, pas sur tous, mais on s'est quand même régalé avec Melvin pour parler de Ligue 1. Encore 2 rendez-vous et après on fera le grand bilan de fin de saison et on prendra des vacances. Bah écoute, une fin de saison assez épique quand même, entre les deux matchs, les barrages qui vont se disputer, et cette finale de Ligue des Champions d'apothéose avec peut-être un deuxième titre pour le football français, hein, on a l'impression que c'est l'année ou jamais. Voilà, bon, on fera aussi le bilan du football français, Oh oui. sportif et financier. Et Et il y a financé. un bilan déjà qui est médiocre, je ne dirai pas lequel. Et je pense que les gens vont le deviner. On a eu des petits problèmes au niveau de l'enregistrement de cette vidéo, donc on a dû le refaire. C'est pour ça qu'on est jeudi, que ça sort un peu plus tard que d'habitude. Donc n'hésitez pas à donner de la force en commentant, vous abonnant, en likant, ça nous fait plaisir. Vous pourrez nous retrouver sur Spotify si vous préférez nous entendre plutôt que nous voir. Sur Instagram, sur TikTok, etc. On vous tient en jus, notamment sur l'affaire des droits télé qui vont continuer à faire parler malgré la fin de la saison. Bon, il y a deux petits mots avant qu'on commence à parler de la 33e journée dont je vous affiche le programme à l'écran. C'est la montée du Paris FC, c'est en Ligue 1, ça y est, c'est officiel aux côtés du FC Lorient. Ça, c'est bien sympathique aussi, ça va être des clubs qui vont être très intéressants à suivre l'année prochaine en Ligue 1. Et la finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Quand même bon d'être parisien dans cette fin de saison. On fera la prévue de la finale de Ligue des Champions un peu plus tard, comme on a fait pour les quarts, demi, huitièmes avec Jean. Alors, je ne sais pas si Jean sera là, parce qu'actuellement il est à la Réunion, ceux qui se posent la question. Il se dort la pilule au soleil. Mais c'est quand même sympathique, le football parisien en ce moment. Oui, avec deux projets, mine de rien un peu différents. Paris FC qui veut vraiment miser un peu sur la formation et voilà, sur un petit peu ce que fait Red Bull en Europe. Et ça réussit. En tout cas, la première saison a été plutôt bonne. Voilà, on verra s'ils sont champions de Ligue 2 ces derniers Angers. Mais voilà, ce qu'ils ont fait cette saison, c'était franchement très bon avec un Stéphane Gilly qui est un très bon entraîneur, qui était déjà un très bon entraîneur l'an passé et qui était un très bon entraîneur cette année, qui a une vision du jeu assez intéressante. Et hâte de voir ça en Ligue 1, hâte de voir comment ça va se découpiller, leur mercato. Est-ce qu'ils vont vouloir frapper fort et ne pas faire des erreurs comme ont pu faire un club que je ne citerai pas et qui est actuellement 17e de Ligue 1. Voilà, il y a des bonnes choses à voir. Et côté PSG, c'est fou parce qu'en fait, c'est tout simplement ils sont partis sur le contraire du projet initial. Le projet initial, c'était une galaxie de stars. Vraiment les galactiques, mais made in PSG. Et au final, ça se finit avec en fait une équipe alors de très très bons joueurs, mais on peut pas dire qu'il y ait vraiment de stars au niveau où on l'attend pour un club qui a tant de moyens. Mais ça fonctionne. Bravo à Luis Enrique, bravo aux joueurs. Il y a un vrai collectif qui se dégage et c'est la leçon de cette Ligue des Champions de cette saison, c'est que les collectifs priment et qu'aujourd'hui, les clubs qui misent un peu plus sur les individualités ne sont pas au rendez-vous parce que un joueur ne fait pas la différence, au contraire de 11 joueurs. Et ça, c'est totalement vrai. Le football a gagné. Voilà. C'est une très très belle finale de Ligue des Champions. On a eu des demi magnifiques, notamment sur Inter-Barça, qui était exceptionnel. Mais on revient à la Ligue 1. 33e journée. Voilà, mouillez-vous la nuque avant de passer de Inter-Barça au Stade Rennais. Avec tout le respect que j'ai pour le Stade Rennais. Cette journée de Ligue 1, 33e journée, multiplex, point classement avant tout, avant de partir, le PSG champion, vous l'avez devant exactement, mais ce qui va nous intéresser, c'est en dessous. La course à la Ligue des Champions. Marseille est deuxième, 59 points, 1 point d'avance sur Nice, 2 sur Nice, non, 1 point d'avance sur Monaco, pardon, 2 sur Nice, 2 sur Lille, 2 sur Strasbourg, 5 sur Lyon qui est un petit peu décroché, et là pour le coup, pour l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Et en bas, le Havre va accrocher jusqu'au bout, peut-être croire au maintien, parce que les Havrais sont imposés à Auxerre. 1 point de retard sur Nantes, 2 sur Angers, 2 sur Reims.
Et Saint-Etienne est décroché avec 4 points de retard sur le barragiste. Pour les Stéphanois, ça sent très mauvais. Il y a encore une micro-chance, mais ça me semble vraiment très très complexe, surtout avec 74 buts encaissés cette saison pour la Saint-Etienne. C'est beaucoup trop. Et c'est sûrement ça qui paiera pour les Verts, malheureusement, dans cette course au maintien. Programme de la 33e journée. Évidemment, tous les matchs sont en même temps samedi à 21h. Et je les ai mis dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Non, j'ai juste mis un match en prime time en avant. C'était le Monaco-Lyon qui semble le match le plus important de cette journée pour la course à l'Europe. Rennes-Nice, on va débuter par ça. Le Stade Rennais. Bon, il n'y a plus grand chose à dire sur le Stade Rennais. Moi, j'y crois plus trop au Stade Rennais. Ils sont en vacances. Ils proposent pas grand chose. Habib Bey, selon l'excellent François Rosy, a mené tous les objectifs menant à sa prolongation de contrat pour juin 2026. Donc ça, pour le coup, c'est une information pour le Stade Rennais. Cependant, le Stade Rennais, j'ai l'impression qu'ils veulent se séparer d'Habib Bey déjà. En tout cas, ça a commencé à parler de potentiels remplaçants. Donc on ne sait même pas où va Rennes. Je comprends rien à ce que veut faire Rennes. Et autre chose qui est tombée hier, ça grogne chez les partenaires du Stade Rennais parce que le traditionnel pot de fin de saison sur la pelouse du Roison Park n'aura pas lieu. Voilà. Donc voilà, à Rennes on coupe les privilèges. Et le Stade Rennais va recevoir un OGC Nice qui joue quand même gros sur cette fin de saison, qui s'est imposé face à Reims sans être franchement flamboyant. C'était pas un très très grand OGC Nice qui s'est imposé face au Stade de Reims la semaine dernière, 1-0. Mais ils ont pris les points, il reste 2 journées, à Rennes, Brest, voilà, match, multiplex à la sauce bretonne pour les Niçois qui ont gros à jouer, contrairement au Stade Rennais qui est en vacances, claquettes, chaussettes. Ouais, et côté Rennais, voilà, c'est une saison jusqu'au bout qui aurait été catastrophique. Mine de rien, ça fait quand même 2 saisons que c'est vraiment indigne, on va dire, du standing auquel on attend de Stade Rennais. Ce qui est surprenant, en fait, avec Habibé, déjà, tu sens qu'il y a pas une énorme confiance parce que tu le prolonges que d'1 an. Mm. Donc j'ai l'impression que tu ouvres une minuscule porte de sortie. Est-ce qu'aujourd'hui, licencier Habibé après quelques mois à la tête du Stade Rennais, sans préparation, avec un groupe qui est, on va dire, dans le doute total, est-ce que franchement c'est un mauvais choix? Moi, je préfère, laisser sa chance à Habib Bey, le laisser installer véritablement sa méthode, voilà, avec une pré-saison, voir ce qu'il est possible de faire. Rebâtir ou en tout cas, plutôt solidifier un effectif. Puis tu as quand même fait un mercato d'hiver assez attractif et je pense pas que cet été tu auras énormément de moyens. Voilà, bâtir sur quelque chose, pour essayer de retrouver, l'Europe. Moi, ça me semble intéressant. Quand je vois les noms qui sortent, Philippe Clement, j'ai pas l'impression que Philippe Clement peut faire mieux qu'Habib Bey. Voilà, va falloir que la Rennes apprenne le mot stabilité. Je pense que c'est un mot très important et qui a été oublié par les dirigeants bretons depuis quelques saisons. Je suis d'accord, et de toute façon, Habib Bey est arrivé, bah, tu l'as dit, sans faire de pré-saison, en ayant eu pas du tout son mot à dire sur quelconque mercato cette saison. Donc, je pense que ce serait une bonne idée pour le Stade Rennais de laisser une saison à Habib Bey avec un exercice estival, avec une pré-saison pour mettre sa patte en place, intégrer des joueurs qui peut-être collent plus à son idée de jeu par le mercato, par l'intégration de jeunes du centre de formation, parce qu'on sait que pour le coup, le centre de formation Rennais est extrêmement performant. Donc il y a ça aussi. L'équipe a sorti ce matin la nouvelle que Steve Mandanda ne sera pas prolongé. Voilà, le gardien international de 40 ans. Je ne sais pas où va rebondir Mandanda. Mais voilà, il ne sera pas prolongé. De toute façon, Brice Samba avait pris sa place sur la deuxième partie de saison pour l'ancien Marseillais. Donc ça, c'est une nouvelle aussi. On vide les caisses du côté du Stade Rennais. Je les vois pas quand même prendre 2 points face à Nice. Je vais mettre Nice quand même. Je sais pas pour toi. Moi, je vais mettre une bille sur Nice. Bah, Nice, Parce qu'ils ont Nice besoin de c'est points. étonnant parce que Mais ils sont tu te pas... dis surtout que c'est une équipe qui, parmi les prétendants avec des champions, peut-être un peu plus faible que les autres, avec pas mal de blessés, des joueurs un peu en plein doute. Je pense à Guessant qui a moins le carburant que en début milieu de saison. Voilà, moi je vais aller avec toi. Je vais voir une victoire de Nice. Voilà, parce que j'aimerais bien que Nice soit dans le top 4. Ça serait une belle récompense pour Francaise, qui prouverait que, encore une fois, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Et ça serait assez étonnant, hein, bizarrement, quand Ratcliffe ne s'occupe pas d'un club, ça se fonctionne. Donc voilà. Peut-être que Manchester United devrait prendre de la graine. Oh, bah, il y a beaucoup de choses à prendre à Manchester United, je pense. Parce que là, ça fait 15 ans qu'on se fait chier à Manchester, j'ai l'impression.
Deux choses. Il y a, oui, ce fonds d'investissement saoudien qui pourrait racheter l'OGC Nice. Donc ça aussi, il faudra suivre ça pendant l'été. Et le fait que Nice soit en Ligue des Champions pourrait être plus attractif. Maintenant, si Nice nous pond une campagne de Ligue des Champions aussi qualitative que la campagne d'Europa League cette saison, merci de rester bien loti hors des places européennes pour le foot français. Donc j'espère que Nice va faire quelque chose d'intéressant sur une potentielle Coupe d'Europe. Mais c'est clair que Francais fait vraiment du bon boulot. Le cas Evan Guessant, moi je le comprends pas trop parce qu'il est vite sorti du 11 quand même malgré quelques contre-performances. Mais offensivement, Nice n'arrive pas à trouver non plus des choses, donc à voir. Et puis, tu l'avais dit lors de la première vidéo qu'on a fait qui n'est pas sortie à cause d'un problème d'enregistrement, mais il y a peut-être des membres du staff. Ce triangle Nice, Rennes, Lens qui s'entendent bien, j'ai l'impression aussi. Ouais, bah, avec des hommes forts du RC Lens de ces dernières saisons, hein. Donc, Pouille à Rennes, Francaise qui est à Nice. Et c'est vrai, je sais pas, il y a un truc de transfert qui se fait. Là, on entend, je crois, deux à trois membres du staff, peut-être de Nice, qui va aller à Rennes. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont assez étonnantes. C'est le football d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu travailles toujours avec les mêmes hommes, mais je pense pas que, on va dire, une recette qui fonctionne dans un club peut être exportée dans un autre club. Chaque club est différent et le souci, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu recrutes, entre guillemets, un membre charnière de ta stratégie sportive, en fait, tu veux piquer la stratégie d'un autre club. Donc, en l'occurrence, Nice a voulu faire du Lens avec succès, parce que s'ils sont quatrième, ça sera déjà une très très bonne saison pour le GC Nice. Et j'ai l'impression que Rennes maintenant va faire du Lens ou du Nice, voilà, je sais plus lequel. Donc c'est assez étonnant et c'est pas un truc que j'apprécie forcément dans le foot français en tout cas. C'est clairement la modernité maintenant. On fait comme ça et apparemment on est parti pour ces bases-là. On va enchaîner, lutte pour le maintien, lutte pour l'Europe. C'est le SCO d'Angers qui reçoit le Racing Club de Strasbourg. Angers, il va commencer peut-être un petit peu à trembler, mais c'est donné de l'air la semaine dernière face à Nantes. Enfin, à Nantes dans le derby, victoire 1-0. Voilà, dans un match pas non plus spectaculaire, mais Angers a fait le travail. Angers a pris des points capitaux et compte 2 longueurs d'avance sur le Havre barragiste. Donc ça pour Angers c'est important, mais il y a un match crucial, important et compliqué contre Strasbourg ce week-end. Strasbourg est 6ème, 57 points, peut toujours rêver à la Ligue des Champions. Va continuer à mettre la pression. Strasbourg a fait le coup de battre le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain remanié parce qu'ils avaient la demi-finale de retour de Ligue des Champions contre Arsenal. Strasbourg n'a plus perdu depuis le 2 février 2025, c'était du côté de Rennes. Et sinon c'est une défaite. Donc février, il faut remonter au 30 novembre 2024, sinon pour revoir une défaite strasbourgeoise en Ligue 1, donc c'est quand même assez impressionnant comme série. Strasbourg n'en finit plus de gagner avec des joueurs qui continuent de progresser, de montrer de très belles choses. Bakwa, Emega, Morera, Santos, il y a du monde à Strasbourg, Petrovic dans les cages aussi, c'est très intéressant. Et Strasbourg a deux adversaires pour le maintien, oui aussi. C'est assez impressionnant. Et ils ont deux adversaires pour le maintien, donc ils seront aussi arbitres indirectement de la course pour le maintien avec un déplacement à Angers, une réception du Havre. Et pour Angers, j'ai envie de te dire, c'est un peu l'inverse, puisque c'est réception de Strasbourg et déplacement à Lyon. C'est un match qui compte dans les deux sens. Oui, Angers a été étonnant, on a fait vraiment le match qu'il fallait contre un Nantes assez poussif. Et c'est une victoire qui est cruciale parce que ça te permet de reprendre un peu de l'air au moment où tu es dans une série assez compliquée. Là, il te reste 2 matchs. Angers est à la place, entre guillemets, qu'ils auraient aimé avoir des débuts de saison. Ils sont pas dans la zone de relégation, ils sont pas barragistes. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, Angers serait forcément satisfait. Ça serait une très bonne saison pour Angers. Notamment avec un recrutement qui a été assez light cet été, mine de rien, avec pas mal de jeunes. Voilà, tu sens que c'est déjà, tu suroptimises ta place. Moi, j'ai envie de te dire que je vais mettre une grosse pièce avec la victoire d'Angers, Joli. voilà, contre Strasbourg. Je vois, voilà, un coup d'arrêt pour Strasbourg au pire des moments, mais voilà, je pense que l'effectif peut être un poil trop jeune pour aller accrocher une place en Ligue des Champions. Déjà, s'ils se qualifient en Coupe d'Europe, ça sera déjà très bien, parce que non seulement tu es en Coupe d'Europe, mais contrairement à beaucoup de clubs, tu as une identité de jeu. Tu peux déjà asseoir ton projet sur quelque chose. Et ça, franchement, il y a peu de clubs en France qui aujourd'hui peuvent dire la même. Strasbourg a vraiment, voilà, un projet qui tient la route.
qu'on aime ou pas ce projet, voilà, c'est une autre question, mais voilà, ça tient la route. Il y a un style de jeu bien défini, une vraie identité, et voilà, tout le monde tire dans le même sens et je pense que, voilà, si Strasbourg est qualifié au niveau enfin, voilà, est européen à la fin de saison, tout le monde sera content. C'est vrai, et ça va être important pour Angers de prendre ses points pour le maintien. Et c'est vrai que je vais mettre un petit match nul mode, c'est quoi? Allez, un petit un partout, accroché. Et Strasbourg est assez impressionnant sur une bonne série. Et cette course pour la Ligue des Champions, là c'est un match, je pense que sur le multi, ils vont rester parce qu'il est important. Contrairement au match suivant, Toulouse-RC Lens, et ben c'est match des équipes en vacances, tout simplement, puisque Toulouse est 12e du championnat. Je vous affiche le classement. Avec 38 points, donc Toulouse, voilà, 40 buts marqués, 40 buts encaissés, 0 de différence de but. Toulouse est au milieu de tableau dans le ventre mou. Un petit peu lent pour aller accrocher la première partie de tableau et le top 9 qui était une des ambitions du président Comouy en début de saison. Mais Toulouse a assuré son maintien, Toulouse est au milieu, Toulouse a fait une saison relativement dans l'anonymat mine de rien, mais j'ai envie de te dire, dans le foot français actuellement, moins t'entends parler d'un club, mieux c'est, parce que je pense qu'il sort, c'est pas toujours exceptionnel, et à Toulouse ça a l'air de bien travailler tout de même. Et le RC Lens est 8ème, 48 points, Pénardo, voilà, ils vont lutter pour la 8ème place face à Brest, voilà, c'est le duel fin de saison pour le RC Lens, qui s'est quand même refait la cerise après une humiliation du côté de Bollard, 4-0 face à la JOCR, ils sont allés taper Lyon à Lyon. Et pour Lens, voilà, il y a un final avec un match aussi contre Monaco qui va être un arbitre indirect de la course à l'Europe. Et pour Toulouse, c'est un déplacement à Saint-Etienne aussi pour finir après ce match contre Lens. Bon, je sais pas trop quoi, je me dis c'est peut-être un match, un bon 0-0, un bon match un peu voilà, tranquille du multiplex. Il y a une prolongation qui a été faite à El Niaoui pour le Racing Club de Lens, où il y aura un mercato placé sous le signe de l'économie, selon le journal de l'équipe, ce qui semble être le dicton du côté du RC Lens. Je vais mettre match nul, 0-0. Ouais, je pense que ça peut être un match nul. Toulouse, il y a aussi, voilà, les rumeurs d'un rachat, Possible. voilà, qui bruissent du côté du stadium. Enfin, Toulouse réalise une saison, voilà, convenable. Je ne sais pas si, voilà, il y a un fort enjeu dans cette fin de saison. De mémoire, même si ça n'a jamais été confirmé devant les micros, Toulouse devait avoir le top 10. Pour l'instant, ils y sont pas, ils sont 12e. Est-ce que c'est un objectif dans cette fin de saison? Ça peut. Mais voilà. Ce qu'a fait Toulouse cette saison, c'est correct, mais sans être extraordinaire. On n'a jamais senti Toulouse capable de tutoyer les places européennes, mais à l'inverse, on n'a jamais senti un Toulouse capable de vraiment jouer le maintien. Ça se construit, il va y avoir un mercato qui va être aussi très intéressant. Par exemple, Brest, est-ce que finalement il va rester ou pas? Côté Lensois, voilà, je pense qu'on est déjà dans la saison prochaine. Les Moufforts de Wistil, après la claque contre Auxerre, ils étaient déjà placés dans l'optique de la saison prochaine, avec notamment du mouvement dans le staff, peut-être au niveau du directeur sportif, parce qu'un Lopez, il faut jamais mettre un Lopez à la tête d'une stratégie sportive. Voilà. Ça, oui. Voilà. Donc, ça va être quand même assez intéressant de voir les fins de saison. Lens, à mon avis, c'est yo-yo, hein, c'est yo-yo, parce qu'ils sont capables de battre Lyon, mais de se prendre une claque contre Auxerre, t'as l'impression qu'ils sont en vacances une semaine sur deux. Donc si on suit la théorie, Toulouse va les battre. Voilà, moi je vais aller sur un match nul, mais j'espère qu'il y aura du spectacle, à défaut d'avoir un enjeu fort pour cette rencontre. Exactement. Au moins, ça permet aux deux équipes d'avoir un peu d'être décomplexées et de nous offrir un match à but, pourquoi pas. Mais souvent ça, des fois, dans les multiplex, t'as ce match-là où t'as beaucoup de buts parce que t'as deux équipes qui ont rien à jouer, donc t'en as une qui est un peu en vacances et l'autre qui veut bien finir, etc. Est-ce que ça sera Toulouse-Lens? J'en sais rien. Voilà. Et puis il y a le sujet, Guillaume reste ou pas. On verra ça prochainement lors du mercato estival. Brest-Lille, ça c'est un match en jeu Ligue des Champions pour les Lillois. Le Stade Brestois, 9ème, 47 points, n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison. Ou alors les chipper cette 8ème place au RC Lens. Peut-être que c'est un objectif des hommes d'Eric Roy. À voir. Victoire contre Montpellier la semaine dernière de Brest 1-0, sont non plus, voilà, petite victoire tranquille, assurée. Brest va jouer deux candidats à la Ligue des Champions dans les 2 prochaines semaines, donc voilà, il y a quand même un petit enjeu pour les Brestois de décider d'aller performer. Pour le LOSC, c'est un match important, c'est 2 duels qu'il faut gagner. Après un match un partout contre Marseille,
où ils ont été quand même plutôt corrects, sans non plus montrer quelque chose de flamboyant, mais c'était un match un peu stérile et tu sentais qu'il y avait beaucoup d'enjeux et c'était important. Lille, 2 annonces. Vraiment, Rémi Cabella qui partira après 3 saisons, voilà, c'est officialisé ce mardi. Rémi Cabella quittera le LOSC en fin de saison après. Et très probablement vers l'Olympiakos. Oui, Là, c'était les dernières rumeurs. Voilà. C'est fort possible qu'il signe du côté du géant grec. voilà, une petite expérience grecque. Penardo, il pourra aller à Valbuena. Mykonos. Oui, aussi rejoindre Mathieu Valbuena, c'est vrai, qui est à l'Olympiakos. Et retrouver Azdin Ounahi. Qui était. Oui, qui était à l'Olympiakos, pardon. Et rejoindre Azdin Ounahi, qui est du côté du Panathinaikos et qui pourrait y rester une saison de plus aussi, le milieu marseillais. Et deuxième annonce côté lillois, c'est la nouvelle excellente saison. Je vais vous retrouver les stats, voilà, de Benjamin André, qui est à nouveau cette saison le joueur qui a gagné le plus de duels en Ligue 1. Voilà, c'est quand même stratosphérique. La régularité de Benjamin André dans ce secteur de jeu-là, qui est encore ultra important, qui a mangé Benacer la semaine dernière, notamment en première mi-temps face à l'Olympique de Marseille. Je mettrais bien une pied sur Lille parce que Brest n'a plus rien à jouer ce week-end. C'est assez compliqué parce que Ouais. Brest, tu sens, on parlait de Lens-Toulouse, c'est le même cas. Ils sont déjà sur la saison prochaine avec déjà l'équation Eric Roy parce qu'à ce jour, il a toujours pas prolongé son contrat. Et c'est quand même une information parce que c'est que ton entraîneur n'est toujours pas prolongé, alors que ça fait quand même plusieurs mois qu'on dit que les deux parties sont en négociation. Donc tu as déjà ça. Ensuite, côté Lillois, là t'as pas le choix, il faut gagner tes deux matchs. Franchement, au mérite, alors peut-être c'est moi qui suis un peu chauvin, mais au mérite de la saison, quand tu vois la saison entière que fait le LOSC, ça ferait très mal qu'ils soient pas dans le top 4 parce qu'ils font franchement une très 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 bonne saison. Maintenant, j'ai envie de te dire, il y a un petit souci qui s'appelle Bruno Genesio. Il y a un côté Genesiès qui peut être Oui, c'est ça. cinquième, voilà, entre guillemets, le perdant malheureux. Moi, pour moi, c'est aujourd'hui la troisième force du plateau, le LOSC. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il se qualifie dans le top 4, ça serait mérité. Une deuxième campagne d'affilée en Ligue des Champions. Tu vas pouvoir continuer une troisième, pardon même. Tu vas pouvoir continuer à travailler et sereinement en plus. Donc voilà, j'espère que Lille assurera cette place dans le top 4. En tout cas, ils ont le talent et un Benjamin André, voilà, on le redit chaque saison, mais c'est vraiment un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Très précieux, que ça soit sur le terrain et dans le vestiaire. Et vraiment, voilà, c'est un élément qui laissera une belle trace, je trouve, dans le football français, ou en tout cas pour la Ligue 1. On verra ce qu'a fait le LOSC sur cette fin de saison, qui ont joué limite une saison de plus que les autres en nombre de matchs faramineux qu'ils ont disputé cette saison, les Lillois, par rapport aux autres concurrents de ce championnat pour la Ligue des Champions. Le Stade de Reims, l'AS Saint-Etienne, deux clubs qui sont à la lutte pour le maintien, c'est sûrement la dernière chance. Saint-Etienne n'a plus son destin entre ses mains, puisqu'ils n'ont que 4 points, ils ont 4 points de retard sur le Havre barragiste, qui reste 6 points à distribuer. Et donc, eh bien, Saint-Etienne, même en cas de victoire, si devant Nantes, Angers, Reims, Le Havre performe, eh bien Saint-Etienne sera condamné à la Ligue 2, malheureusement pour les Stéphanois, une saison qui a été plombé par une défense justement catastrophique. Face à eux, un Stade de Reims qui a peut-être la finale de Coupe de France en tête. Quand on voit en tout cas leur match la semaine dernière, t'as l'impression que bon, hein, c'est pas trop vite le matin, doucement l'après-midi pour le Stade de Reims. Quand tu vois le match contre Montpellier, contre Nice, ça a été un peu mieux, mais bon, c'était pas non plus du grand Stade de Reims. Donc je sais pas trop quoi penser du Stade de Reims sur cette fin de saison. Malgré tout, Saint-Etienne est tellement à la rue. On rappelle que Reims était la première victime du Horneland. Quand il est arrivé, mais c'était vraiment un match horrible du Stade de Reims. On avait trouvé un Saint-Etienne un peu revigoré, mais ça n'a pas suffi. Saint-Etienne a été plombé par sa défense. Saint-Etienne a perdu face à Monaco la semaine dernière 3-1. Je vais pas m'exprimer sur le match, j'ai pas pu le voir, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, est-ce que Saint-Etienne arrive à faire un coup à Reims et se donner un petit peu le dernier espoir avant la dernière journée? Le souci des Stéphanois, c'est que j'ai l'impression que tu as des timides révoltes qui se confirment pas et en fait, t'es quasiment à ta place. Tu as un effectif très faible. On l'a redit, un mercato d'hiver pour moi qui a été raté et au final, ben, là aujourd'hui, tu te retrouves à la place où tu mérites et j'ai l'impression dans la tête déjà des dirigeants stéphanois, c'est le scénario de la Ligue 2, c'est limite le scénario prioritaire. J'ai cru comprendre qu'Eric Corneland allait rester. Alors, Oui. dont acte, puisque c'est une philosophie de jeu qui veulent installer et tout. Maintenant, te dire que tu gâches une potentielle présence dans l'élite,
Parce qu'honnêtement, tu te dis que face aux autres clubs, si vraiment tu aurais recruté à la hauteur de tes moyens au mercato d'hiver, tu peux ramener un ou 2 ou 3 joueurs et je pense que peut-être le visage de ta seconde partie de saison était différente. Ça n'a pas été le cas. Tu as un effectif qui oscille entre des joueurs de Ligue 1 et des joueurs de bas de tableau de Ligue 1 avec des joueurs de haut de tableau Ligue 2. Malheureusement, ça suffit pas et franchement, ça serait, je trouve, assez culotté, entre guillemets, de bazarder un petit peu cette saison de Ligue 1 en disant: «Ah ouais, mais on va reconstruire derrière un peu comme avait fait Troyes». Sauf que le souci, c'est que, comment dire? Pour remonter en Ligue 1, il va falloir, se monter de bonne heure parce qu'il y a beaucoup de prétendants. Tu auras aussi Montpellier qui aura des ambitions. Quid du barragiste? On ne sait pas s'il tombera ou il tombera pas. Voilà, c'est, un saut dans l'inconnu. Donc voilà, pour moi, Saint-Étienne, c'est quasiment acté qu'ils vont être en Ligue 2. Pour ça, c'est un gâchis pour moi. C'est un gâchis, je vois pas ce qu'ils peuvent faire contre Reims, peut-être un match nul. Mais voilà, je pense que Reims aura, on va dire, la force nécessaire pour aller assurer définitivement son maintien. Un point de sursis pour les incidents survenus contre l'Olympique Lyonnais dans le derby pour l'AS Saint-Etienne. Voilà. Donc, un point de sursis. Bon, je suis pas sûr que ça change l'issue de la saison stéphanoise, sportivement parlant. Ouais, pour la Ligue 2, Orneland-Rest, moi je suis plutôt ok avec ça. Faut mettre en place. Je suis curieux en fait de voir Orneland avec un mercato estival, une prépa dans les jambes. Pour la Ligue 2, on le sait, la Ligue 2 c'est un championnat de régularité. Il va falloir que Saint-Etienne soit régulier et un championnat où défensivement tu as besoin d'être ultra solide. Dixit les équipes d'Olivier Pantaloni. Parce que pour performer dans un championnat, il vaut mieux avoir une défense de fer et une attaque un peu moyennasse que l'inverse. Et Saint-Etienne l'a prouvé cette saison, en ayant quand même une assise offensive assez plutôt intéressante et un aspect défensif très friable. La Ligue 2, ça sera pas simple pour Saint-Etienne. Alors ils y sont pas encore, mais quasiment. Ils ont un pied et demi dans la tombe, malheureusement. Ouais, je suis curieux de voir en Hollande avec une vraie philosophie de jeu, une vraie patte dans ce championnat de Ligue 2 qui manque parfois, je trouve, de créativité au niveau de certains plans de jeu. On l'a vu avec Dunkerque cette saison, mais on le voit pas beaucoup sur certaines équipes de Ligue 2 qui se ressemblent un peu beaucoup. Donc, ouais, ça va être intéressant. La Ligue 2 l'an prochain, elle va être quand même costaud parce que tu as des équipes de nationales qui montent, qui vont être intéressantes. On pense à Nancy. Tu as des équipes qui vont descendre. Alors, combien vont descendre? Parce qu'il y a aussi le facteur dont on va parler après, Olympique Lyonnais. Franchement, si on retrouve l'Olympique Lyonnais en Ligue 2, ça va quand même être assez bizarre. Donc, ouais, il y avait une Ligue 2 qui peut être potentiellement très très intéressante l'an prochain, très compétitive. Et pour Saint-Etienne, ça sera pas simple. Donc, je suis curieux de voir le mercato estival, sur quoi ils vont s'appuyer, sur quelle base ils vont garder pour aller reconstruire quelque chose pour remonter rapidement de Ligue 2 à Ligue 1. Donc voilà, en tout cas c'est pas fait. Moi aussi je vois un match nul pour cette rencontre-là. Reims va assurer son maintien sans trop se la donner parce qu'il pense à la finale de Coupe de France. Maintenant, pour Saint-Etienne, ouais, faut peut-être switch. Ils switcheront de toute façon à l'issue de ces journées, à mon avis, sur le plan de l'année prochaine en fonction des résultats d'autrui, et notamment du Havre qui reçoit l'Olympique de Marseille dans un match pareil. C'est comme le Angers-Strasbourg, ça a double enjeu. Enjeu maintien pour les Havrais, enjeu Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Le Havre a fait le coup. Le Havre ne lâche rien. Après avoir accroché Monaco à domicile, le Havre est allé chercher 3 points cruciaux à l'extérieur. Du côté d'Auxerre, voilà, le Havre barragiste, 31 points, un point de retard sur Nantes, 2 points sur Angers, 2 points sur Reims. Être barragiste, ça va pas être simple pour les Havrais s'ils y restent, parce que le barrage de Ligue 1 à Ligue 2 va être quand même costaud, parce qu'il y a quand même de très très belles équipes en Ligue 1, en Ligue 2, pardon, du côté de Marseille. On a été accroché par Lille, un partout, mais on n'a pas perdu. On a stoppé un petit peu cette hémorragie à l'extérieur de 4 défaites consécutives ou 3 défaites consécutives hors de ses bases pour l'Olympique de Marseille qui se déplace toujours aussi mal. Attention quand même, pas se faire piéger par le Havre parce que, mine de rien, ces Havrais sont très 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 chiants à jouer. Cependant, le Havre à domicile est extrêmement mauvais. C'est la pire équipe de la saison à domicile. Ils affrontent la pire équipe de 2025 à l'extérieur. Donc j'ai envie de te dire, je sais pas trop où me placer. C'est un match assez compliqué à pronostiquer parce que Le Havre montre une vraie force de caractère dans cette seconde partie de saison, symbolisée par cette victoire à l'arraché à Auxerre. Voilà, on a envie, je trouve, dans les équipes qui se battent pour le maintien. Angers Le Havre, entre guillemets, mériterait le plus de s'en sortir, enfin, de mon humble avis. Et ce que j'ai vu contre Auxerre, en tout cas cette force de caractère, je me dis à domicile, voilà, même s'ils ils font pas du tout une bonne saison à domicile, tu te dis sur un match, s'il y a un match voilà, à vraiment sortir tes tripes, parce que tu sais très bien il est crucial, c'est celui-ci. Parce qu'après, derrière, il faudra aller à Strasbourg, ça sera un match totalement différent, avec un Strasbourg qui aura peut-être encore potentiellement une occasion d'accrocher top 4. Donc voilà,
Je me dis qu'il y a tous les ingrédients pour que Le Havre bouscule cette équipe marseillaise. Marseille a eu ses 3 semaines italiennes avec ce Retiro là du côté de Rome. J'ai l'impression que c'est un club de Serie A. Avec succès, puis tu as pris 7 points. Après, il faut relativiser aussi. Tu avais 2 réceptions contre des adversaires qui avaient rien à jouer. Si tu prends un point contre Lille, mais voilà, sur un match, même si globalement tu le domines, bah, t'as pas réussi à l'emporter, tu as toujours ce problème à l'extérieur, et tu as cette pression Oui. du résultat. On va en parler pour Lyon, mais tu as cette pression, mais impérative de la Ligue des Champions. Et ça joue dans les têtes, parce que tu sais très bien que s'il n'y a pas Ligue des Champions, l'été va être très animé du côté de l'OM. Quid de Longoria, que va faire McCourt? Est-ce qu'il va encore remettre la main au pot? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et voilà, je trouve que cette pression peut aussi jouer dans l'esprit, même si là, je pense que, allez, je vais jouer la raison sur ce match. Je vois la victoire de l'OM contre le Havre. Mais voilà, il va falloir que l'OM sorte un gros match parce que je pense que les Havrais les attendent avec le couteau entre les dents. Exactement, pour le Havre, c'est 2 matchs cruciaux où il va falloir prendre des points et le Havre peut encore jouer quelque chose dans cette saison et c'est pour ça que ça peut être compliqué par Marseille, qui n'y aura pas Ismaël Benasser, absent ce week-end. Et il y a le cas Amar Dedic, qui ne devrait pas rester à l'OM puisqu'il y a une clause où il doit jouer tant de matchs avec l'OM donc De Zerbi va le laisser sur le banc à mon avis. Dedic qui a quand même eu quelques soucis de régularité, il a montré de très belles choses, mais aussi de très mauvaises malheureusement avec l'Olympique de Marseille, donc à voir ce qui va se passer aussi de ce côté-là pour l'OM. Est-ce que j'ai d'autres stats pour l'Olympique de Marseille qui traîne là tout de suite? Non, tout le reste concerne l'Olympique lyonnais, dont on va bientôt parler, mais avant ça, on va parler du Paris Saint-Germain qui se déplace à Montpellier. Ça, c'est le bon match sans enjeu, dernier, on va dire, match de gala pour le MHSC en Ligue 1 avant de se tourner vers la saison Ligue 2. Voilà, on reçoit le finaliste de la Ligue des Champions. C'est quand même sympathique, ça peut faire une bonne fête. Alors maintenant, est-ce que Montpellier peut a-t-il le Paris Saint-Germain? Je ne sais même pas quelle équipe du PSG sera alignée ce week-end face à Montpellier. Et avec ce titre qui occupe un petit peu cette vidéo et ce préambule qu'on faisait tout à l'heure en intro, est-ce que le PSG fausse la Ligue 1? Parce qu'on a vu beaucoup de personnes se plaindre en voyant le Paris Saint-Germain faire tourner face à notamment Strasbourg le week-end dernier, en vue de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Moi, je ne comprends pas ce débat, puisque le PSG a quand même un objectif de finale de Ligue des Champions avec cette demi-finale retour contre Arsenal. Je ne comprends pas ce débat. Si les clubs. Si le PSG fait tourner parce que ils ont un objectif plus important, la Coupe d'Europe, que le championnat, parce qu'ils n'ont plus d'enjeu en championnat, moi je vois pas le souci, c'est normal, tous les clubs feraient pareil à leur place. Et je suis désolé, c'est pas parce que le Strasbourg a tapé le PSG qu'ils finiront forcément européens. Et surtout, d'ailleurs, c'est pas le PSG qui a fait perdre des points à Marseille et à Monaco contre des équipes qui jouent le maintien, contre des équipes de milieu de tableau, contre des équipes qui affichaient un niveau de jeu vraiment très compliqué. C'est pas le PSG qui a fait perdre Marseille à Reims, par exemple, ou Monaco qui s'est fait accrocher par Montpellier. Donc, moi, je comprends pas trop ce truc de le PSG fausse le championnat. Je sais pas ce que t'en penses toi. C'est quelque chose de logique, tout le monde fait ça, et j'ai envie de te dire, regarde, l'Inter a fait tourner complètement en Serie A ce week-end. Enfin, le week-end dernier, et pourtant, j'ai pas vu la Gazzetta dello Sport s'alarmer et les gens sur les réseaux sociaux s'alarmer, quoi. Oui, et puis enfin, moi j'ai envie de te dire, égoïstement, mais déjà, les matchs, ils font pas exprès de les perdre, hein, faut pas Oui, non plus abuser, voilà. Et de deux, ben, logiquement, ils ont écrasé la Ligue 1 comme ils l'ont écrasé rarement. Oui, à un moment donné, quand il y a plus d'objectifs, puisqu'il y a eu cette perte d'investibilité, bah ouais, ouais, bah en fin de saison, entre guillemets, ils font tourner, ils essaient de gérer les temps de jeu, et à raison, puisqu'ils sont qualifiés pour la finale de Ligue des Champions. Je pense que dans le football français, c'est pas quelque chose qui arrive chaque année. Euh, voilà, donc enfin, moi je trouve ils ont raison et ils vont continuer de le faire à Montpellier et continueront de le faire à Auxerre. Alors je pense que ça sera peut-être un turnover un peu différent parce qu'il faut pas non plus couper, oui. voilà, physiquement les joueurs majeurs, sachant que tu as 2 grosses échéances encore avec Reims et en Coupe de France, en finale de Coupe de France et maintenant l'Inter. Voilà, mais pour moi ils ont raison, ils font une saison exceptionnelle. Je trouve que c'est un faux débat et c'est, on va dire, une manière de un peu cacher les manques des autres. Oui. Parce que derrière, tu vois qu'il y a quand même pas mal de faiblesses. Je suis désolé de dire ça, mais c'est chaque année c'est pareil. Ce qui fait décrocher aujourd'hui le PSG et ses concurrents, c'est pas fondamentalement le PSG. Le PSG reste à un niveau au-dessus parce que tu as les moyens et tu as un bel effectif, certes. Mais derrière, tes concurrents font beaucoup d'erreurs aussi. Et aujourd'hui, le fossé, on va dire, qui est quand même assez abyssal,
C'est plus de la faute des concurrents. Donc à un moment donné, voilà, si on se cache derrière en disant ah, le PSG a faussé le championnat, Arsenal donc du coup a faussé la première ligue en perdant contre Bournemouth, même avec une équipe type, c'était peut-être prévu pour arriver dans un autre état d'esprit au match retour. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Et les favoris en Ligue des Champions, quand ils ont acquis le championnat national, eh ouais, ils font tourner. Il y a un effectif à contenter. Il y a des joueurs de frustration, des joueurs qui sont quand même importants, que ce soit dans le vestiaire et dans l'effectif. Tu sais jamais, un joueur peut sortir du banc et t'apporter quelque chose à un moment donné. Ben voilà, oui, oui, il faut contenter tout le monde. C'est ça un grand club. Là, je suis d'accord, et t'es obligé de faire tourner, et de toute façon, pour des débats un petit peu inutiles, oui, je comprends la frustration des équipes comme Marseille, Lyon, qui jouent le PSG au milieu de la saison, où il y a encore de l'enjeu de partout, et un Strasbourg qui va jouer en fin de saison, mais c'est pas eux qui font les calendriers, donc j'ai envie de te dire, c'est quand même, voilà, c'est comme ça. Et pour le PSG, j'ai envie de te dire, bon, à Auxerre et contre, enfin à Montpellier et contre Auxerre, je sais pas trop ce qu'ils feront, on verra l'équipe alignée, mais bon, l'enjeu est moindre et c'est pas là l'objectif. Pour Montpellier, pareil. Voilà, il y a un match important contre Paris, mais est-ce que si Montpellier fait tourner à Nantes, est-ce que Montpellier fausse le championnat dans la course au maintien finalement? C'est ça la question. Écoutez, Montpellier, c'est voilà, c'est quelque chose aussi. Ils sont en reconstruction. Ce qu'ils ont montré contre Reims, c'est même aller à moindre mesure contre Brest, c'est assez intéressant. Mais tu vois, la fin de saison, c'est un calvaire. C'est un calvaire et c'est dur de te dire les 50 ans du club, ça se termine comme ça. Voilà, t'as beaucoup de choses. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage cette fin de saison pour Montpellier. On verra ce qu'ils vont faire contre Paris. On n'est pas à l'abri d'un exploit face au PSG, au point où on en est. Voilà. Le souci contre Nantes, c'est qu'il n'y a pas d'Erzakarian. Je pense qu'il y aurait d'Erzakarian, ça aurait été un match à fort enjeu pour Montpellier. Mais voilà, finir la saison, voir les jeunes et voir sur quoi tu vas repartir l'année prochaine. Tu as compris qu'il allait y avoir un gros turnover. Tu as la déclaration mais lunaire et catastrophique de Wabi Oui, Kazri c'est vrai. cette semaine. Voilà, tu sens qu'il y a un grand nettoyage de printemps qu'il va falloir faire à Montpellier. On l'avait déjà dit l'été dernier, ça n'avait pas été le cas. Et aujourd'hui, ben voilà, Montpellier repart en Ligue 2. Pour combien de temps, on ne sait pas, parce que c'est très compliqué de revenir en Ligue 1. On va voir le projet qui va être s'installer avec Zoumana Kamara, qui est quand même un coach assez intéressant, et voir comment ça va se dégoupiller. Mais oui, Montpellier déjà dans la reconstruction. Et une petite bise amicale à Philippe Sers, voilà, qui est le commentaire, la voix du MHAC depuis plusieurs saisons, et même la voix du football du côté de l'Occitanie depuis voilà, d'innombrables années, et qui va prendre sa retraite à la fin de saison. Et voilà, voilà, c'est encore une fois une partie de l'âme de Montpellier qui s'en va. Il y a une grosse page de l'histoire de Montpellier qui va se tourner cette saison. Et faudrait pour Montpellier que ça se finisse quand même d'une petite belle manière pour essayer de, voilà, de finir sur une bonne note. Avec quelles finances pour l'an prochain aussi en Ligue 2, ça va être aussi un épisode assez intéressant sur du côté de la paillade, parce que financièrement, on le sait, tous les clubs sont le couteau sous la gorge et Montpellier en fait partie. Ça va être aussi quelque chose de quoi il va falloir scruter cet été. Auxerre Nantes, c'est aussi une affiche importante pour le maintien, pour les Nantais qui sont malheureusement qui ont perdu ce duel contre Angers, qui les met un petit peu dans le rouge, puisqu'ils n'ont plus qu'un point d'avance sur le Havre barragiste. Est-ce que Nantes va encore finir barragiste comme c'était quand? C'était contre Toulouse, je me souviens plus quelle année. Nantes avait fini barragiste de Ligue 1. Il me semble que c'était peut-être le premier barrage de l'histoire. Bref, je me souviens plus. Mais est-ce que Nantes peut retourner en barrage? Nantes en fait a des matchs contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Donc est-ce que ça peut être aussi une chose à l'avantage des Nantais? Je ne sais pas. La JOCR, je pense, va essayer de bien finir sa saison parce que la JOCR fait une très belle saison. C'est le meilleur promu cette saison de loin. Un club qui travaille extrêmement bien avec un très très bon coach en la personne de Christophe Pellissier. Maintenant, voilà, le sujet c'est Nantes. Nantes qui, sur le mercato, va, selon Romain Molina, va devoir remettre des briques parce qu'il y a quelques trous à Nantes. Alors, est-ce que ce sera compensé par une vente de Nathan Zézé convoitée par Bournemouth? Il y a aussi Moses Simon qui pourrait potentiellement sur le départ, même si lui apparemment voudrait rester. Je ne sais pas ce qui va se passer à Nantes. Il y a eu cette phrase, cet épisode magnifique de Stade de la Beaujoire qui chante "On se fait chier" lors du match contre Angers, et c'était justifié. Et quand même, ce public nantais est quand même merveilleux parce qu'ils sont toujours là, présents à chanter, alors que franchement, niveau football, on se régale pas à Nantes depuis plusieurs années. Bon, est-ce que Nantes fait un coup au cerf? J'y crois. Et bon.
Mais moi, j'y crois pas. Je trouve que cette fin de saison est assez bizarre. Tu l'impression ils sont en entre-deux. De toute façon, voilà, il y a 2 encore une fois, on le répète, il y a 2 lignes qui s'opposent. Tu as une Valdemar Kita qui s'il pouvait, aurait déjà mis un coup de pied aux fesses à Camboiré pour le sortir du club. Et tu as la ligne Franquita qui veut garder Antoine Camboiré envers et contre tout. Et donc, ça va être une fin de saison assez bizarre pour Nantes, là aussi. Qu'est-ce que tu vas faire cet été? Tu gardes Camboire ou pas? Est-ce que tu pars sur autre chose? On a vu des noms. Alors Pierre Sage, j'y crois pas un seul instant parce que il était déjà bien impacté par John Textor. Alors avec un Valdemar Kita, il va comprendre qu'est-ce que c'est le mot impatience. Voilà. Donc pour moi, c'est une fin de saison. Voilà, je dis chaque saison, et chaque saison ils s'en sortent, mais Nantes est en très grande difficulté et à un moment donné, cette ligne, cette corde, elle va rompre. Ça passera pas à chaque fois. Donc voilà, ça passera pas à chaque fois. Et j'ai envie de te dire, attention à ce match contre Auxerre parce que tu le perds, tu auras une pression, et je pense que ça va être le cas, une pression abyssale sur tes épaules face à Montpellier. Donc moi, je vais aller sur une victoire d'Auxerre. Voilà, une victoire de la confirmation. Auxerre pour conforter sa place dans le top 10. À voir ce qui va se passer ce week-end, mais effectivement, le FC Nantes, là, t'as l'impression que chaque année, il flirte avec cette zone-là et qu'à un moment donné, ça va switch, mais pas dans le bon sens. Dernier match de ce multiplex de samedi soir, Monaco reçoit l'Olympique Lyonnais dans un duel 100% course à la Ligue des Champions. Monaco 3ème, 58 points, et sur une très belle série de 4 matchs sans défaite. Une victoire à Saint-Etienne la semaine dernière pour les Monégasques 3-1. Réception de Lens, déplacement à Lens. Réception de Lyon, déplacement à Lens pour les Monégasques pour finir cette saison en championnat. Et pour l'Olympique Lyonnais, malheureusement, cette défaite contre ce même Racing Club de Lens, elle a fait extrêmement mal au moral des supporters et suiveurs de l'Olympique Lyonnais auxquels on pense, puisque Lyon n'a clairement plus son destin entre ses mains, et le petit largué de cette course à la Ligue des Champions, malheureusement, déplacement à Monaco, réception d'Angers avec deux clubs qui ont encore des choses à jouer dans cette fin de saison, ça n'arrange pas tout ça, surtout quand on connaît l'état des finances de l'Olympique Lyonnais qui est en difficulté. L'OL a atteint la barre des 10 défaites lors des 4 saisons consécutives en Ligue 1 pour la première fois sur les 30 dernières années, pour vous dire à quel point Lyon régresse d'année en année depuis plusieurs saisons, malheureusement. Lyon a touché 75 ballons dans la surface face à Lens, le plus haut total dans une équipe, pour une équipe de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse les données, donc depuis 2006-2017. Ils n'ont absolument pas été efficaces face à Lens, ces Lyonnais. Ils ont eu des occasions, mais malheureusement, ils ont perdu. Et la petite nouvelle hier qu'on a vue, c'est John Textor, qui était présent au Parc des Princes pour la demi-finale retour du PSG contre Arsenal, invité par Nasser Al-Khelaifi pour discuter des droits du foot français. Ça aussi, ça on l'avait pas vu venir. Finalement, John Textor et Nasser Al-Khelaifi sont en train de se rabibocher, voilà, telle une idylle un petit peu improbable. Et il y a plusieurs choses qui tournent du côté de Lyon. C'est quand même assez fou que ce soit les gens sur Twitter qui nous informent sur l'état des finances de l'Olympique Lyonnais, où Arès commence à s'impatienter parce que les finances de Lyon sont, on l'a dit, dans une situation extrêmement compliquée. L'hypothèque du stade, du terrain et des parkings sur le Groupama Stadium. Voilà. Sachant que John Textor est en train de perdre quelque chose du côté de la bourse de Londres, ou je sais plus trop quoi. Non, de... Bref, c'est le bordel, je comprends plus rien. Il faut être expert, master, GEA, finance, comptabilité, gestion d'entreprise pour comprendre l'Olympique Lyonnais, on dirait les Girondins de Bordeaux. C'est affreux. Bref, Lyon doit se qualifier avec des champions, sinon ça sent le roussi pour la DNCG. On rappelle qu'ils ont été relégués administrativement en novembre dernier par cette même DNCG. Donc Lyon pourrait finalement retrouver la Ligue 2. Arès pourrait reprendre le contrôle, mais il faudrait remettre des billes parce qu'il n'y a plus d'actifs en fait du côté de l'Olympique Lyonnais. Bref, c'est une situation bordélique. Et dans tout ce contexte-là, les joueurs doivent se déplacer à Monaco pour aller performer. Quand même un sacré merdier. Ouais, c'est l'histoire de Lyon depuis l'arrivée de John Textor. Voilà, qui se répète année en année, d'instabilité. Financièrement, tu essaies de faire des acrobaties chaque année. Ça me rappelle un petit club du côté de la Gironde. Coucou. Et à un moment donné, bah, ça aussi, ça va craquer. Si t'es pas en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Et encore, on parle de la Ligue des Champions, mais c'est pareil si t'es pas en Ligue Europa, parce que là, à l'heure actuelle, les Lyonnais, ils sont plus en Ligue Là, ils Europa sont... Conférence, hein, si ça continue comme ça. Ouais. Ils sont septième, ils seraient en Ligue Europa Conférence. T'as quand même 3 points de retard sur le sixième, 3 points à 2 journées de la fin, c'est pas anodin. C'est voilà, c'est la crise, et la crise va être là parce que tu vas devoir vendre cet été. Alors tu auras certainement un Ryan Cherky que tu vas vendre parce que je pense que c'est l'année ou jamais pour le vendre.
Voilà, mais tu vas devoir te débarrasser des gros salaires. Donc, bon, Lacazette, c'est quasiment acté. Tolisso, qu'est-ce que tu vas en faire? Il sort d'une grosse saison. Je pense qu'il aura des offres, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient. Voilà, je pense que Lyon, on va devoir encore se reconstruire. Toujours avec Fonseca, ça c'est aussi notre question, parce que Paulo Fonseca, il est arrivé pour, on va dire, qualifier le club en Ligue des Champions. C'est pas le cas. C'est pas le cas. À l'heure actuelle, il te reste 2 matchs. Peut-être qu'ils vont aller chercher les 6 points et faire comme l'année dernière une énorme surprise. Mais à l'heure actuelle, voilà, tu vas droit dans le mur à Lyon. Et c'est assez inquiétant. Et j'ai une pensée pour les supporters lyonnais. Ouais, mais je sais pas ce qui va devenir du club. Pour le coup, là, c'est le fou total. On peut absolument pas se projeter sur le fait que. En fait, Lyon, ils peuvent passer de la Ligue des Champions à la Ligue 2 en une semaine. Ça va être n'importe quoi, mais tu sens que les instances. Bon, John Textor les a suffisamment pris pour des jambons pour qu'ils commencent à en avoir un peu marre. Et ouais, l'état financier de Lyon est quand même très très inquiétant avec cette dette, ces apports financiers qui n'arrivent pas, ces promesses de vente qui ne sont pas faites. Les clubs qui vont être acheteurs pour un Ryan Cherky par exemple, ils connaissent la situation financière de l'Olympique Lyonnais, donc ils vont attendre le dernier moment peut-être en se disant le club il va être obligé de brader parce que Lyon n'est absolument pas en position de force. Donc tu perds des sous aussi là-dessus. Un mercato qui n'a pas forcément apporté sur le secteur défensif. Enfin bref, c'est quand même un bordel et dans tout ce contexte, moi j'ai peur que les joueurs soient à un moment donné impactés et perdent ce match contre Monaco. Enfin, Monaco est tellement dans une difficulté Ouais, aussi que je miserais sur un match nul entre ces deux équipes. Voilà, un match nul qui n'arrangera personne. Mais voilà, je vois pas Lyon aller chercher un exploit à Monaco et étrangement, j'ai du mal à voir Monaco l'emporter parce que Monaco, c'est quand même très brinque-ballant dans cette fin de saison. Tu sens une certaine fragilité. Les matchs sont pas totalement aboutis, loin de là. Donc voilà, je vais aller sur un match nul personnellement, je vais être très réservé sur cette rencontre. mais il faut officier le groupe lyonnais quand même, cet effectif qui arrive à passer outre vents et marées malgré tout le contexte assez catastrophique. Tu aurais dit, ils auraient pu un petit peu chuter mentalement. Alors ils ont chuté à Saint-Etienne dans le derby et contre Lens le week-end dernier, mais mine de rien, t'as l'épisode Manchester United, t'as tout l'épisode de cette saison avec les finances, la régulation administrative, le licenciement de Pierre Sage, machin, les trucs qui leur tombent sur la tête et pourtant ils doivent continuer à performer et limite on leur fait passer que la survie du club elle passe par le résultat sportif sur une qualif en Ligue des Champions. C'est quand même, assez fou. Et donc pour Lyon, c'est assez inquiétant. Voilà pour nos pronos de la 33e journée. Avant-dernière journée de championnat, vous les avez tous à l'écran. Voilà, on va conclure parce que ça fait quand même longtemps qu'on est avec vous. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker cette vidéo, nous donner votre avis en commentaire. Et on va vous souhaiter un très très bon week-end de football. Voilà, conclure tranquillement. Abonnez-vous, commentez, likez. Ciao tout le monde.